Bonjour, bonjour. Bonjour. Jean-Sébastien, alors. Oui, c'est ça. Bon, Bonjour. déjà pour commencer, est-ce que tu autorises bien à ce que je puisse enregistrer la vidéo pour pouvoir la diffuser? Ça te pose pas de problème? Je te demande ton consentement. Tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Aucun problème. Ça évitera d'avoir les surprises comme les étudiants qui enregistrent les cours sous le manteau. Au moins, comme C'est ça, ça. le consentement, il est enregistré en plus. Ok, aucun problème en toute transparence. Ça va. Bon, bah nickel. Bah écoute, merci d'avoir répondu à l'appel. Je t'en prie. Comme j'ai eu une première expérience d'interview qui était superbe, je pense que ça va continuer. Comme je te l'ai dit, j'ai quelques questions type et je pense que ce serait pas mal peut-être de commencer par te présenter un petit peu, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, où tu travailles actuellement, où tu as travaillé. Je sais que tu as une petite particularité exotique sur ton CV qui peut être intéressante, Ouais. mais qui peut être intéressante aussi pour comprendre ce qui se passe dans la métropole. Donc, je vais te laisser commencer par ce qui te paraît le plus pertinent, quoi. Voilà. Ok. Ok. Eh ben, merci déjà pour cette démarche, Maximilien. C'est très intéressant, je trouve, le fait d'aller écouter ce qui se dit, écouter ce qui se parle. Ça me paraît important de le faire aujourd'hui. Moi, j'ai fait mes études de psy à l'école de psychologue praticien de Paris. Ouais, Voilà. Donc, c'était aussi un bain théorique et pratique un peu différent de celui de l'université, ouais, où il y avait, c'est pour le fond reste éminemment psychanalytique quand même. Hein. Je dirais que là, le bain dans lequel j'ai grandi était plutôt psychanalytique. Et ouais. après, il y a quand même une présentation assez détaillée de pratiques et de théories autres, systémie, analyse transactionnelle, TCC. On a quand même eu des apports appuyés dans le domaine. Voilà. Donc, assez rapidement, ça m'a quand même interpellé, interrogé. J'ai suivi une formation à la FTCC en thérapie comportementale et cognitive Les 4 avant la ans, fin c'est de trois mon quatre cycle ans. initial. Ouais, C'est 3 ans. À l'époque, c'était 3 ans. Je pense que d'accord, c'est toujours un peu pareil. Voilà. J'avais dû commencer en 98 et finir en 97, c'est finir en 2000 ou 2001, quelque chose comme ça à peu près. Je me souviens d'accord. plus. Voilà. Donc, avec l'idée déjà que si il y avait une belle stimulation intellectuelle avec la psychanalyse, que c'était très riche et que ça me stimulait intellectuellement, je pressentais en tant que jeune praticien que j'allais avoir, pour me sécuriser, pour me rassurer, pour cadrer la pratique, besoin d'outils autres. Et les TCC m'ont beaucoup parlé à cette époque-là. Mhm. Donc j'ai suivi ce cursus et quelques années plus tard, ça a été un peu l'inverse. Je me suis senti un peu enfermé par les TCC. Alors je me suis formé en hypnothérapie, qui a été quand même une belle révélation aussi sur la suite. D'accord. Parce que c'était plus imaginatif, plus créatif, une sortie des cadres. En fait, la question, c'était comment les cadres pouvaient me donner l'impression de m'enfermer moi dans ma pratique. Et le cadre psychanalytique qui me correspondait pas vraiment. Puis la rigueur TCC, les protocoles, qui par rapport à la vraie vie de la thérapie étaient parfois un peu décalés, en fait, je trouvais personnellement. D'accord. Donc l'hypnose, quoi. Voilà, ça m'a bien stimulé, ça m'a bien réouvert. Et ça Et t'a pas suite à ça, je suis enfermé parti. alors? L'hypnose t'a pas enfermé par la suite? Parce que logiquement, je me demandais si ça t'avait pas enfermé ensuite ou je sais pas. Eh, eh ben, Moins enfermant, tu me diras, puisqu'il y a moins de protocoles et qu'on est quand même plus connecté à sa créativité. Donc, a priori, c'est non. ça. Et puis, je pense que voilà, ça m'a moins enfermé parce que c'est une approche qui peut être un peu transthéorique. L'hypnose peut s'utiliser dans un cadre psychanalytique, dans un cadre cognitivo-comportemental, dans un cadre Exactement. humaniste. Donc, c'est une sorte, j'ai pas envie de dire que c'est un outil, mais voilà, c'est une approche, en tout cas, qui On est n'est trans. pas loin de ça, puisque ça ne véhicule pas un modèle théorique, une idéologie précise, puisque si Freud l'utilise ou Erickson, on peut dire qu'on peut l'utiliser de différentes manières quand même, c'est clair. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais l'élément commun qui est l'état de conscience modifié, qui est peut-être un certain mode de communication, qui est l'utilisation de la suggestion, moi je lui crée, c'est peut-être juste une représentation mentale de ma part, mais une entité un peu propre, même si à l'hypnose un peu différente. Ce ne serait pas juste un outil comme par exemple la désensibilisation serait un outil. Voilà. J'y vois une entité un peu plus singulière dans l'hypnose, parce qu'il y a aussi des paramètres communs, on va dire, quelle que soit la façon dont on l'utilise, hein, qui restent un peu présents. Que ce soit Erickson ou une approche plus directe, on fait quand même de la suggestion d'une façon ou d'une autre. On Ouais. travaille quand même sur la communication, on travaille sur les liens d'influence et sur l'état de conscience modifié. Ouais. Donc, bon, c'est peut-être qu'une représentation de ma part, hein, mais j'ai tendance à la voir quand même comme une entité un peu plus singulière qui peut se Mhm. fondre dans différentes théories et pratiques. D'accord. Voilà. Ok. Moi, je sais pas, ouais, toi, tu me diras toi comment tu la vois d'ailleurs, parce que c'est intéressant. Ça. Et après, je suis parti en Polynésie française, voilà, où
en 2006, voilà, où là, j'ai travaillé en centre pénitentiaire. Oui, avant, je travaillais en CHU, en addictologie D'accord. et dans le social, et dans une partie un peu libérale aussi. Voilà, donc c'était des publics précarisés, addicts, et au CHU Bicêtre, c'était l'addictologie. D'accord. Après, à Tahiti, ça a été centre pénitentiaire, donc c'était intéressant, et oncologie, dialyse, secteur hospitalier. Donc là, c'était la dimension la plus riche, c'était celle de l'ethnopsychiatrie, finalement, hein, à laquelle D'accord. voilà, que j'avais peu investigué, quoi. Donc ça a été une découverte assez forte. D'accord. Et tu as eu cette nécessité enfin, de lire un petit peu, de t'intéresser à au transculturel pour pouvoir travailler avec les gens, on va dire. C'est ça. Et en fait, la composante d'identité culturelle, le monde de représentation est tellement présent et intense. Et en fait, on parle vraiment pas la même langue, même si on parle français ensemble à certains moments à cause du décalage de représentation, que ouais, ça m'a paru évident. Et il proposait beaucoup d'ailleurs de formations sur l'ethnopsychiatrie sur place. Il y avait des docteurs en psychologie qui avaient créé des groupes d'ethnopsychiatrie et qui Ouais. sensibilisaient les métropolitains à ce type de pratique pour pas exporter leur modèle, enfin, ou importer leur modèle de façon Ouais. radicale, sans prendre en compte les particularités culturelles. Mais Et c'est ça, bien, par exemple, c'est un oui, prolongement par rapport à la première interview, parce que c'est ce que je disais, c'est pas parce que les Québécois parlent français qu'on utilise les mêmes choses derrière les concepts. Moi, j'ai tendance à me dire que le transculturel, il devrait nous poursuivre partout à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, parce que c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure, à me dire que je fais peut-être de l'hypnose, mais que je le vois peut-être pas comme toi, et que on utilise le mot comme on a envie. Donc oui, oui, exactement. c'est ça. On rentre dans un monde culturel, mais tu as raison, je crois que chaque patient est un monde un peu culturel de son univers familial, l'univers personnel, de son milieu social, de son milieu de culture, quoi. Donc ça demande une lecture quand même. Et Exactement. donc ça a été intéressant. Je me suis aperçu que mes collègues euh, analystes avec qui je travaillais aussi avaient un peu plus de difficultés il y a eu des débats très intenses, en tout cas, entre la notion d'universalité, par Ouais, exemple, universalité du concept oedipien, universalité du transfert de certaines représentations du modèle analytique ouais. versus culturalisme, quoi. Voilà, ça a été des points de tension très forts là-bas. Bah, ça fait beaucoup penser à Devreux avec le fameux film Psychothérapie d'un Indien des Plaines où justement on se pose la question de l'universalisme du complexe d'Oedipe et du transfert. Voilà. Ouais, exactement. C'est Ouais. ça, exactement. Et ben ça revenait un peu là aussi, où se C'était un peu posaient Devreux, des quoi. questions. C'est superbe. Non, pas vraiment quand même, mais je me retrouvais mis en situation en tout Ouais, cas ouais. où, euh, où on se posait la question quand même. Alors c'est vrai qu'on ne va pas réécrire tout ce qui a déjà été écrit ou repenser ce qui a déjà été pensé, mais le fait de l'expérimenter, bon, ben ça, on le vit un peu différemment, c'est un peu plus incarné dans la façon dont on rencontre cette difficulté. Comment je transfère mes outils sur des représentations mentales différentes de ce que c'est que la pathologie, de ce que c'est Hmm. qu'un trouble psychique, de ce que c'est que la place culturelle. Voilà, ça, c'était les dispositifs, par exemple, étaient beaucoup plus collectifs. Voilà, ça, c'était important. Et moi, qui faisais beaucoup d'individuels dans toutes mes approches, Ouais, je ça a été comprends. une nécessité d'intégrer du collectif. Ouais, c'était intéressant aussi. Je comprends bien. Ouais. Puis d'ailleurs, ça me fait associer avec ce que j'observais au Canada quand j'étais interne. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de la TCC avec 10, 15, 20 patients, il n'y avait pas de problème. Mais c'est Ouais, beaucoup plus compliqué en France d'avoir des groupes. Les gens ne veulent pas se retrouver en c'est ça. groupe thérapeutique, c'est beaucoup C'est plus ça. dur. Mais c'est normal parce qu'on est dans une vision plus collective aux États-Unis où c'est le groupe qui va permettre d'aider. Donc pour eux, c'est très facile et Exactement. naturel d'avoir plusieurs personnes dans une pièce. Là où les Français rament parce que Exactement. culturellement, c'est pas. Voilà. Ouais, là, c'est très intéressant. Je me demandais, tu as été formé donc TCC hypnose. Est-ce qu'il y a eu d'autres formations? C'est déjà beaucoup, hein, Oui, c'est très bien. ouais, ouais, tout à fait. Il y en a eu d'autres. Donc après, quand je suis, bon là, je me suis formé un peu pour faire de la psycho-oncologie, parce que je travaille beaucoup en oncologie. Puis après, je suis revenu en France. Je me suis formé en DU de soins palliatifs, DU de douleur, DU d'hypnothérapie que j'ai refait pour me remettre un petit peu, parce que l'hypnothérapie, pour moi, c'était un peu parfois une crise de foi. Des fois, j'y adhère très fort et ça fonctionne très bien pour moi. Puis des fois, je suis en crise de foi. Ça fonctionne plus. Je m'en suis détaché du modèle du rapport de Hmm. suggestion qu'il peut y avoir. Et j'ai besoin de raccrocher un peu le wagon dans ma propre motivation. Donc, je me Ouais. suis remis dedans. Et puis là, j'ai commencé un doctorat en 2017, voilà, sur le deuil. Et en parallèle, j'ai fait une formation en EMDR aussi, voilà, qui a D'accord. été vraiment un moment important Sur Paris, dans ma vie de j'imagine. psychothérapeute. Sur Paris, tu as dû Sur faire. Paris, oui. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, tu continues à l'utiliser, le MDR? Oh bah, tout le temps, en fait, c'est devenu même un élément des plus présents dans ma pratique aujourd'hui, quoi.
presque. D'accord. Ok. Mais toujours combiné, par contre. J'utilise souvent combiné avec les TCC, avec l'hypnose. Et puis je ne me suis jamais vraiment complètement défait non plus du modèle analytique. Je le garde comme grille de lecture et de compréhension de l'économie psychique, de la dynamique du sujet. Voilà, ça Ça va reste être quand même un peu pareil. intéressant que tu puisses approfondir un peu cette question, mais je me demandais justement, ça m'intéresse toujours quand les gens se forment à plusieurs choses. Je me demande comment ça fait sens dans leur tête et je me demande souvent si ça vient répondre à leurs besoins ou à ceux de leurs patients en fait. C'est Et ça. donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais finalement, c'est la pratique qui t'a dit qu'il fallait te former à autre chose ou tu avais déjà cette curiosité avant. Je voulais savoir ce que tu en penses. Euh, je pourrais faire une réponse de Normand un peu en disant les deux parce que Oui, bah, il y c'est a une ce question, besoin. une question qui amène à une réponse de Normand aussi, hein. C'est ça. C'est un besoin intellectuel aussi et de croissance et de mettre du sens aux choses. Et peut-être parfois avec l'écueil de la toute-puissance du thérapeute qui veut pouvoir tout prendre en charge, etc. C'est une possibilité. Hein. Peut-être que ça peut traverser le thérapeute d'imaginer qu'il ne supporte pas sa position d'impuissance et qu'il veut avoir différents modèles Mhm. ou outils ou stratégies pour répondre à un ensemble de problématiques. Moi, je sais que c'est un de mes moteurs de vie, la croissance intellectuelle, la compréhension, le sens, la formation. Je prévois de me former en systémie aussi pour élargir un peu le cadre de compréhension. Mais pour beaucoup de patients, je me suis aperçu des moments aussi où mes modèles, où mes stratégies étaient, je les vivais en tout cas comme insuffisantes. Et, euh, D'accord. et j'avais envie de pouvoir faire un pas de côté, de changer mon regard à la fois sur ce qui constituait le sujet, sa problématique, et ce que je pouvais lui proposer aussi. Donc il y a eu cette nécessité clinique d'une part, et puis ce besoin personnel d'autre part. Il t'est arrivé de bloquer, alors si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, dans ta pratique à un moment donné, et donc de te Mmh, dire qu'il te fallait autre chose pour pouvoir mmh, venir en aide à la personne ou à toi en tant que mmh, thérapeute. Ouais. mmh. Ce qui est normal de bloquer, en fait. Ça peut arriver, et ça arrive souvent. Et aujourd'hui encore, ça arrive. En fait, je pourrais me former à 1000 thérapies. Il Oui, y a oui, je toujours un comprends. moment où ça arrivera sans doute. Mais ça, je me suis dit, tiens, je suis en insuffisance de mon modèle de compréhension, en fait. Voilà, presque. OK, D'accord. là, si je vois les apprentissages, si je vois les distorsions cognitives, ça ne me suffit pas, en fait. Voilà. D'accord. Visiblement, il faut quelque chose d'autre pour que je puisse me représenter ça. C'est pour ça que, par exemple, l'approche systémique, c'est typiquement un modèle qui permet de faire bouger là où on est dans l'impasse sur un plan interindividuel et pourquoi cette symptomatologie est résistante, pourquoi ça revient, ça ne bouge pas, pourquoi l'influence du milieu et du système Ouais. reconduit l'individu. Je n'ai pas encore les outils, je travaille la vision déjà, je le ferai, mais en tout cas, c'est une vision qui aide aussi à avoir disons, un méta-regard sur ce qui se passe pour le sujet. Voilà. Hmm. Ça, par exemple, ça peut être une nécessité. Oui, je comprends bien. Et puis surtout, tu trouveras des éléments communs avec l'hypnose, puisque ça, il y a Ouais. des racines communes, puisque c'est Erickson qui a quand même beaucoup bousculé Palo Alto, qui a développé la Mm, systémie. Et puis, c'est mm, vrai que ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, moi, je le range dans les approches systémiques et stratégiques, mais c'est pas une théorie qui s'oppose à d'autres. C'est un ensemble de principes de toute façon. Donc, mm. même quand tu dis comment ça se fait que le symptôme résiste, moi, j'aime bien demander comment ça se fait que le thérapeute persiste, surtout. Ouais, c'est Parce ça. que je pense que l'idéal en systémie, à un moment donné, c'est de s'imaginer une fonction du problème. Et comme on fait partie du problème d'emblée, en tout cas du système la plupart du temps, c'est comment on pourrait faire Mm, en sorte qu'il s'écoule autrement. Ça me fait penser à la c'est thérapie ça. narrative, d'ailleurs, quand je parle de dilution du problème. J'aurai un collègue Mm, qui nous parlera un peu de ça pour une prochaine interview. Mais alors, c'est ça. finalement, Ou est-ce de que... changer sa posture interne aussi. Ouais. Ça peut être Ouais. ça, par exemple. Juste un petit exemple, tu vois, dans Justement, c'est ce que les j'allais te TCC demander. troisième. Par exemple, vas-y, Ah, vas-y, je te pose. Ah, mais dis-nous, Non, justement. je J'allais te pensais demander. au TCC troisième vague, tu vois, par exemple, les thérapies d'acceptation d'engagement, c'est aussi un changement par rapport à sa focalisation sur le symptôme et à la notion d'éradication du symptôme. On sent que c'est une évolution essentielle aussi de l'approche en TCC, finalement, que de pouvoir faire une place différente, de ne pas chercher à éliminer le symptôme ou de lui reconnaître un aspect non naturel, quelque Mhm. chose qu'il faudrait éradiquer. Donc il y a un changement philosophique profond dans les TCC depuis que cette approche-là est venue aussi et permet au thérapeute de changer sa posture profondément. En fait, ce qui change à travers nos formations, souvent, c'est mon sentiment, ce sont nos postures de thérapeute. Voilà. Mhm. Hein, là où on se positionne avec l'autre. Après, bon, après c'est un autre débat, mais je pense que c'est aussi une TCC à la française, où on a bien compartimenté behaviorisme et cognitivisme Hum, et hum, approche plus émotionnelle.
c'est marrant, c'est comme si on avait essayé d'humaniser avec le temps cette approche. C'est ça. Mais l'analyse fonctionnelle, dès le départ, hein, n'a pas pour objectif de forcément supprimer le symptôme à tout prix non plus. Mais après, je pense Oui, que tout à fait. c'est comme ça que ça peut être entendu en France. Et puis, ce qui interroge aussi, c'est que finalement, on fait venir dans la TCC des choses qui existaient ailleurs. Et pour ma part, j'ai l'impression qu'à certains moments, très clairement, on récupère un produit, on lui change le nom et on l'intègre dans des méthodologies de recherche. Et après, on dit que ça vient de la TCC, alors que ça n'en vient pas spécialement. Mais bon, en tout cas, ce qui compte pour moi, au-delà de la manœuvre derrière intellectuelle, c'est que les thérapeutes soient plus ouverts à autre chose Oui. que une remise en question des schémas de pensée. Ça me fait penser aux soins palliatifs. Si on imagine une TCC un peu sèche à l'ancienne, ça va être un peu inadapté, il me semble. C'est d'ailleurs pour ça que quand on va en douleur, comme on l'a fait toi et moi, on se pose rapidement la question du psychocorporel et qu'on est amené Oui. à travailler avec les gens sur autre chose qu'une intellectualisation ou une acceptation, mais également des sensations corporelles, quoi. Ouais. Tout à fait. Et encore, en se méfiant aussi, parce que parfois l'ancrage corporel peut provoquer des effets paradoxaux aussi. Ouais, ouais, Hein, en soins palliatifs, sur le corps en train de mourir, on s'en rend compte. Des fois, le exactement. psychocorporel, un ancrage un peu douloureux aussi. Mais tu as raison, c'est ça. Et c'est vrai que cette notion d'habillage, enfin de récupération, elle me paraît nette, mais je la vois pas comme maladive. Tu vois, le fait qu'il y ait des éléments presque hypnotiques dans certains éléments de cette troisième vague, ou des éléments issus de la psychologie bouddhiste, etc., ou d'autres approches, c'est presque comme si finalement les TCC commencent à faire un peu plus d'intégratif, sans vouloir le dire et sans jamais le reconnaître bien sûr, mais quand même à ouvrir un peu un panel différent, quoi. Il faudra juste que ça touche la théorie un jour. Ah, mais moi, je pense que cliniquement, individuellement, c'est très bien. Après, je trouve que c'est dommage que, je vais le dire comme je le pense, mais que chaque stand de la brocante se mette à réinventer la poudre, alors que finalement, si on met ça sur la table, on pourrait justement se dire, bon, ben voilà, il y a des éléments hypnotiques quand on fait une désensibilisation systématique, quand on fait de l'EMDR, quand on fait de la relaxation, quand on fait de la sophrologie, quand on fait… Et donc là, pour moi, d'un seul coup, c'est un objet partagé. Ce qui compte, c'est comment il va s'imbriquer dans la théorie d'accueil et puis comment il fait sens pour le clinicien. Parce qu'on pourrait aussi se dire, moi je fais de l'hypnose, donc c'est tout à fait adapté d'en faire à tout le monde en soins palliatifs. Mais finalement, il y a des moments où ça demande une réflexion quand même. Qu'est-ce que je fais avec mon outil dans cette situation? Est-ce que je viens me détendre moi? Est-ce que je viens détendre la personne? Est-ce qu'elle a besoin d'être dans un autre état de conscience où c'est moi qui ai besoin? Et pourquoi faire d'ailleurs? Est-ce que je me suis posé la question finalement? Parce qu'on peut être dans une visée de soulagement de tout ce qui bouge avec cette idée que ça viendrait amener le patient dans un autre état. Mais est-ce que c'est mon but? Que je ne deviens pas technicien? Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Mais oui, oui, cliniquement, c'est pertinent qu'il y ait une ouverture. En tout cas, je trouve que c'est le minimum. Et puis justement, tu as commencé à parler de ça par rapport à l'intégration. Comment toi tu conceptualises ça, on va dire plus sur le plan théorique? Est-ce que tu penses qu'il y a des limites, des limitations, des dangers, des problématiques par rapport à ça qui seraient intéressantes à noter? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu y as pensé? Ouais, le risque, c'est de ne pas penser à l'intégration dans sa méthode ou sa stratégie. En fait, je pense qu'il faut, à mon avis, un minimum la penser avant de la mettre en œuvre. C'est vrai qu'il y a le risque de faire une bouillie un peu informe. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est ce qu'on peut faire. Moi, c'est ce que j'ai pu faire aussi à certains moments, peut-être, en étant, voilà, tu sais, c'est ce qu'on dit au début des formations en hypnose. Quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Donc, à vouloir utiliser ces méthodes d'une certaine façon et à vouloir faire un panel d'outils. Du coup, la question, c'est, moi, je suis arrivé avec le temps, enfin, juste soit pour certaines typologies de pathologies comme les phobies ou d'autres, à me faire une sorte de processus intégratif qui marie EMDR, TCC, hypnose, tu vois, par exemple, où je me suis fait un processus intégratif peut-être plus en termes de stratégie et d'outils. Et il y a une autre dimension, c'est en fonction des gens, en fait. Quand il y a des personnes qui sont là, des fois, j'ai l'appréciation, l'évaluation que telle méthode sera plus utilisée et je la mets en œuvre à ce moment-là. Tu vois, il y a ces deux versants dans ma tête. J'en ai une qui est presque un peu prédéterminée, mais qui reste flexible. La flexibilité, ça reste quand même fondamental. Sinon, de toute façon, la personne s'en va ou reste pas ou accroche pas. Donc, il y a ça pour certains types comme phobie ou certaines formes d'addiction des fois. Et puis, il y a quand le patient est là devant moi aussi, qu'est-ce que ça me dit de ce que j'ai l'intuition, le sentiment clinique que je pourrais utiliser avec lui ou qu'est-ce que j'en évalue.
Très bien, ouais, Voilà, tu vois. ça me parle bien, je trouve que c'est pertinent. Enfin, moi, je me représente ça, je pense que je ne serai pas le seul. Est-ce que, il pourrait te venir une anecdote d'un, d'un- pas d'un, enfin, d'un suivi où finalement ta trajectoire s'est mise à se modifier parce que ça ne prenait pas, ça ne fonctionnait pas, il y a quelque chose qui n'allait pas et tu as peut-être fait appel à un Ouais. autre outil, à une autre idée, à une autre posture d'un seul coup, ça a renversé, pourquoi? Est-ce que tu Oui, pourrais… oui, Ouais. en oncologie, j'étais parti sur une TCC là, en prévention. En fait, il y avait une personne qui avait beaucoup d'obsessions et d'angoisse corporelle, qui avait été en rémission complète de son cancer, mais bon, c'était la peur de la rechute, mais ça s'était transformé en vraiment une hypervigilance avec un hypercontrôle, une hyperinterprétation de tous les signes physiques. Du coup, on était parti sur une TCC, mais en fait, peut-être que je ne l'ai pas pris par le bon bout, mais en tout cas, ça rigidifiait et ça acutisait cet effet d'hypervigilance et d'hypercontrôle. En fait, plus on est dans le contrôle, plus l'angoisse augmentait, bien sûr. Plus on est dans Le le… pas de côté, Voilà. ouais, c'est ça. Hmm. Le pas de côté, ça a été de passer à une pratique de l'hypnose, en fait, et du laisser venir et du tenir autrement, ne pas chercher le contrôle. Qu'est-ce qui se passe quand on ne contrôle pas? Qu'est-ce qu'on ressent d'autre dans son corps? Quelle réappropriation corporelle on peut se faire? Donc, ça a été changement de stratégie de on va contrôler ce symptôme, le gérer, l'observer, le décortiquer, le désensibiliser, à l'accueillir, lui faire une place, le transformer en passant d'un modèle TCC à une hypnothérapie, par exemple. Mais je trouve ça génial. Je vais me permettre de le dire comme je le pense, mais je me dis que d'une certaine manière, c'est toi qui as lâché prise déjà pour commencer, puis c'est toi qui t'es recadré dans ta vision de la difficulté. Et finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois des problèmes bien présents bah, disparaissent. Et le premier pas, c'est déjà nous qui le faisons à l'intérieur de nous-mêmes, quoi, finalement. Parce que tu aurais pu insister et te dire que la personne, si elle faisait un peu l'effort d'appliquer ce qu'on lui dit, à un moment donné, il se passerait quelque chose. Ce qui est angoissant aussi, parce qu'en face, ça ne marche pas. Nous, on se demande pourquoi ça ne marche pas. Et ça devient compliqué. Donc, je trouve ça intéressant que tu aies fait le pas de côté en te disant on va faire autrement. C'est ça. Je pense que c'est la fabrique du mauvais patient, avec des guillemets, cette histoire de rigidité du thérapeute. C'est Ouais. ce que j'ai pu voir, parce que j'ai quand même fait 20 ans d'hospitalier quand même. Et, euh, et c'est ce que j'ai pu voir souvent, c'est qu'en fait, on fabrique le mauvais patient qui est résistant, qui ne veut pas guérir, qui ne veut pas se traiter, qui ne veut pas se soigner. On le construit là-dedans dans nos propres persistances et résistances, en fait. Quand on fait un petit pas de côté, on peut peut-être lui donner l'autorisation d'être autrement dans le système de soins. Ouais. Interroger le système de soins dans sa même rigidité et son fonctionnement. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est sûr que le système de soins peut être très confortable aussi. On peut être les emmerdeurs Mmh. de service en tant que psy à vouloir poser la question de comment on chronicise une personne avant même Mmh. d'imaginer qu'elle soit dans le chronique. Et c'est vraiment, ça rejoint des choses que dont j'ai pu parler à un moment donné, c'est que les Américains sont très pragmatiques, voire beaucoup trop, à vouloir s'hyper adapter aux patients, et que dans la vision plutôt latine européenne, il y a des moments où très rapidement on pointe du doigt le problème chez l'autre et on se dit ces symptômes résistent. Là où les Américains vont se dire Mmh. les thérapeutes persistent et devraient faire autrement. Donc oui, cet Mmh. équilibre, ça me parle beaucoup. Bon, bah, on a Mmh. parlé un peu de clinique. Moi, en tout cas, ça me donne plein de représentations. Je pense que c'est certainement parce qu'on a une culture partagée, mais en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. J'aurais bien voulu avoir ton sentiment. Donc là, on passe sur un autre univers, mais tu t'en doutes un peu. Oui. Donc, tu es psychologue, tu es docteur en Mmh. psychologie. Mmh. Donc, tu sais que tu es psychothérapeute, que Oui. l'ARS t'offre généreusement, sans Mmh. aucune vérification, juste parce que tu as été psychologue, le titre de psychothérapeute. Mmh. Alors, pour ceux qui m'écoutent, c'est provocateur, mais c'est juste la réalité. Je ne dis pas que mon collègue n'a pas les compétences, mais je dis qu'il aurait pu ne pas les avoir et que ça revient au même sur le papier. Donc, tu t'es formé, je me suis formé, mais pour terminer là-dessus, un étudiant peut tout à fait être psychothérapeute en sortant. Qu'est-ce que tu penses de la profession de psychologue, des psychologues? Et puis, si je pouvais avoir un peu ton sentiment sur ce titre de psychothérapeute, bah, je Ouais. t'écouterais bien volontiers sur ces points-là. Mmh. Ok. Comment Juste par pour te cette dire, psychologie? moi, c'est quand il y a eu quand l'ARS a commencé à avoir cette position par rapport au titre de psychothérapeute, au tout début, là, j'étais encore à Tahiti, il fallait envoyer un dossier complet avec Oui, au nos tout début. diplômes, nos formations pour être validé au début, quoi. Donc, j'avais envoyé ce dossier et il m'avait
certifié psychothérapeute à cette époque, etc. Et cette démarche-là où il fallait attester de quelque chose me paraissait quand même fondée. Mais en fait, moi, j'ai eu l'impression qu'en fait, on a protégé un titre, mais pas une pratique. Voilà. Et que si on ne protège pas la pratique de la psychothérapie, c'est comme si c'était un objet vide, le titre de psychothérapeute, finalement. C'est une pratique, comme on protège le massage pour les kinés, par exemple. Je fais souvent cette comparaison, mais si vous dites que vous faites du massage à une corporation de kinés, il y a quand même une levée de bouclier assez fantastique. Donc, c'est une spécificité de certaines professions. Le fait que tout le monde puisse faire de l'MDR, parce qu'on est une profession de santé, vous voyez, par exemple, ça peut s'interroger, par exemple. Hein. Moi, je crois que c'est une pratique à protéger plus qu'un titre et une spécificité peut-être qui reviendrait aux psychologues, mais est-ce qu'on est assez mûr en tant que profession? Est-ce qu'on est aujourd'hui au moment où on peut revendiquer cette spécificité? Peut-être pas encore. Peut-être qu'il faut que notre profession en France évolue aujourd'hui. Peut-être. Moi, je suis allé au Québec aussi en l'an 2000. Quand je finissais mes études, je passais 3 mois de stage là-bas. Et j'avais apprécié le dialogue entre les praticiens, j'avais apprécié le dialogue entre les différentes écoles. Ouais. J'avais gardé des liens et le fait qu'eux aient eu un doctorat obligatoire, par exemple, de clinique, avec un internat clinique, me paraissait ce qui devait advenir en France un jour. Voilà. Moi, mon idée, ma représentation mentale, c'était qu'à un moment donné, en France, on aurait un bac plus 7, par exemple, de doctorat clinique avec une thèse d'exercice, un peu comme les pharmaciens, par exemple, sur ce cursus-là, qu'on pourrait dire, et avec une corporation qui s'organiserait, qui se fédérerait, et un niveau d'exigence qui augmenterait, de façon à ce que n'importe qui ne puisse pas dire faire de la psychologie, hein, parce qu'on fait de l'écoute active, et puis c'est bon, c'est parti. Ouais. Il y a une augmentation à la fois du niveau de performance, de connaissance, de spécificité de nos pratiques, et peut-être un numerus clausus, peut-être un ordre, peut-être des choses qui sont aussi contraignantes pour nous, mais qui peuvent nous donner du poids, de l'existence et de la crédibilité. Alors ça, c'est des sujets très compliqués. Ouais, j'ai envie de te dire, je pense qu'il va être très compliqué de trouver des cliniciens qui soient contre ton idée, parce qu'évidemment, je partage aussi ce point de vue. Maintenant, une des questions que je me pose, si on devait faire un peu la thérapie des psychologues, sans forcément faire un diagnostic sur les psychologues, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre du fait que tout le monde est tout à fait d'accord? Enfin, je pense que la majorité des gens sont d'accord, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Parce que moi, j'ai évalué que sur certains points, la France était en retard de 47 ans par rapport au Québec, sur le plan juridique. Donc, à chaque fois que j'ai ce genre de discours, on me dit que je suis anti-français, hein, je ne vois pas le rapport. Ou alors, on me dit que ça va venir. Mais pour ma part, depuis que j'ai mis un pied à l'université la première année jusqu'à aujourd'hui, on est toujours sur les mêmes discours, toujours. Et se pose la question de quand est-ce qu'on fait quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place ces interviews aussi. Je me suis dit qu'on n'allait pas continuer à râler toute notre vie et accuser les autres. Mais je me dis, comment ça se fait que la profession soit pleine de bonnes intentions et qu'il ne se passe rien du tout? Rien du tout. Le titre de psychothérapeute, c'était une espèce de fausse protection du public. Alors, parce que quand tu es psychopraticien ou praticien en psychothérapie, tu as réglé le problème, tu fais ce que tu veux. Les gens de la rue ne savent pas du tout différencier un psychopraticien d'un psychothérapeute. Donc, moi, je voudrais savoir ce que tu en penses. Comment ça se fait que ça décolle jamais, en fait? Qu'on entend parler d'ordre depuis 15-20 ans et que ça décolle jamais, qu'il ne se passe rien. Ouais, mais c'est vrai que c'est sûr qu'on est, nous aussi confrontés à nos propres résistances au changement, à nos propres angoisses d'être. Moi, ce que j'entends le plus, c'est l'angoisse d'être médicalisé, paramédicalisé, d'être affilié à un système de soins et de santé. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on veut faire du soin psychique. Je sais que c'est un gros mot pour beaucoup de monde, mais en fait, quand on est psychothérapeute, on fait des soins psychiques, malgré tout, d'une certaine façon. Et du coup, l'idée, c'est qu'on voudrait pouvoir être dans un registre qui serait de l'ordre des soins psychiques, mais sans appartenir à un système de santé pour autant. Donc, on serait dans une marge, et ça s'est construit dès le début, à mon avis, avec les psychologues hospitaliers, le statut d'autonomie dont on a pu bénéficier, le fait d'être dans cette marge, cet entre-deux, entre le médico, entre le socio-éducatif et le paramédical. Mais du coup, aujourd'hui, on est aussi dans ce moment où on n'arrive pas à fixer notre identité à un endroit, dans une société qui se détermine. Bon, alors par contre, c'est pas un modèle non plus, cette société qui se détermine dans ses classes, ses registres et sa surmédicalisation. Hein, mais le problème, c'est qu'on ne sait plus où se mettre, en fait, je crois. Voilà. Et on n'arrive pas à le faire. On a peur de perdre notre indépendance, de perdre notre liberté. Et en même temps, on peut être amené à disparaître.
Mm. Exactement, mais tu vois, je ne sais pas si tu as vu la première interview, tu la verras plus tard, mais le psychologue québécois Michel Roy, qui était adorable, était inspecteur à l'ordre. Et donc, je lui ai Oui. dit, c'est un mot qui va faire peur à tous les Français de se faire inspecter ou sa pratique. Et en fait, quand Mm. on l'entend parler, j'ai fait en sorte d'avoir des gens comme ça qui nous parlent vraiment du Québec et plutôt qu'on fantasme sur le Québec, bah, nous montre qu'en fait, on peut accompagner, qu'on n'est pas forcément dans une sanction et qu'on ne va pas bouffer la liberté violemment de tous les psychologues par un ordre, en fait. Et, C'est ça. et à chaque fois, ils me disent là-bas, mais c'est d'abord une optique de protection du public et d'accompagnement des psys. Donc là, on n'est plus du tout dans les angoisses primaires du psychologue clinicien français qui a peur de se faire bouffer sa liberté, de devoir manifester contre la police, de se faire Mm. paramédicaliser avec des ordonnances. Et en même temps, il y a une certaine réalité, puisque tu sais bien que le titre de psychothérapeute, il était fait pour les médecins et que, Oui. selon moi, les psychologues se sont battus en disant nous aussi, on veut être psychothérapeute comme vous, au lieu de dire nous, on ne sera pas psychothérapeute comme vous, on veut qu'il y ait de la formation avant d'avoir un titre quelconque. Et ça, les Mm. psychologues se sont pas battus pour ça, Mm. parce qu'il y a une guerre avec les médecins. Mais les Québécois aussi ont une guerre avec les médecins. Et puis, ils ont réussi à se faire entendre en faisant comprendre que c'était eux les spécialistes, les psychologues étaient les spécialistes de la psychothérapie quand même. Et que Mm. c'était pas Et les médecins, quoi. c'est Voilà. ça. Et est-ce que ça, ça pourrait redevenir notre spécificité légitime dans notre cursus de formation aussi? On en parle souvent. Moi, j'en parle avec mes collègues. Là, je travaille en addictologie et en libéral aujourd'hui. En Ouais, addicto, je travaille avec des psychiatres très sympas. On en discute souvent de la formation en ouais, psychothérapie. Et ceux que je vois sont assez démunis pour certains en ouais. psychothérapie, en fait. Très bon diagnostic, très bonne adaptation pharmacothérapie, mais par contre, en outils thérapeutiques, ça peut être limité, par exemple, et ils l'admettent volontiers. Or, nous, On n'a pas on le est même à main boulot. nue, entre guillemets. On On n'a n'a pas le que même ça, nous, boulot, en quoi. fait. Ouais, ouais, Mm. ouais. C'est ça, on n'a pas le même boulot complémentaire, mais pas le même boulot, quoi. Voilà, donc, nous, on est à main nue, donc on est obligé d'aller chercher des méthodes psychothérapeutiques. Hein, Alors, c'est le cœur de notre métier, en fait. Mm. je reviens parce que parfois je parle beaucoup, je peux être bavard, mais je te renvoie encore la question. Je me dis peut-être tu as une idée. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au système de santé, puisqu'on est dans les remboursements et que si à un moment Ouais, donné on est vraiment dans du soin pour les cliniciens, on est embarqué dans un système qui est peut-être pas le même au Québec d'ailleurs qu'en France sur ce point. Mais ouais. pourquoi ça ne bouge pas alors? Mm. Comment ça se fait que les psychologues aient autant de résistance aux symptômes, alors, pour être un peu provocateur? Pourquoi? Ben, je pense qu'il y Comment? a aussi, il y a aussi un autre fait, moi, qui me paraît vraiment important. C'est que tu disais avec les psychiatres, on n'a pas la même profession, c'est vrai, mais entre psychologues, on n'a pas la même vision du boulot non plus, et tous, on ne fait pas le même métier dans notre tête, en fait. Vous voyez, tu vois, il y a quelque chose vraiment d'important comme ça. Quand je parle avec d'autres psychologues, ils me disent, mais jamais on fait des soins psychiques, ça n'existe pas, les soins psychiques. On est là pour entendre la subjectivité du sujet et laisser la parole se libérer, sa singularité, etc., etc., etc. C'est pas des soins. Bah déjà, moi, je fais pas le même boulot parce que moi, je suis psychothérapeute et je fais des soins psychiques. En fait, Hmm. j'apporte des soins. Donc, on n'a déjà pas la même conception du travail et du boulot et on n'arrive pas à dialoguer et parler. La chapellisation en France des psychos, c'est le premier problème. Comment on pourrait avoir une revendication commune, une aspiration commune quand on n'est déjà pas les mêmes? Hmm. Moi, j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit, on ne fait pas le même travail. Et pourtant, on est tous psychologues cliniciens, on a Ouais, le même titre, des conceptions fondamentalement différentes. Donc, je pense que déjà, le fait qu'on soit chapellisé comme ça et qu'on n'arrive pas à se parler, ouais, ben, on ne peut pas porter une revendication commune. On n'a même pas une conception commune parfois de ce que c'est que notre place auprès d'un patient ou dans une institution. Déjà, ouais. même ce minimum commun, des fois, n'existe pas. Moi, j'ai passé 20 ans, c'est 20 ans que je suis psy, j'ai quand même passé pas mal de petites escarmouches avec certains confrères et consoeurs sur les plans théoriques, positionnement, pratique, etc. etc. C'est quelque chose d'ancien. Je veux dire, Est-ce que tu as combien de vu fois je au me suis Québec? écharpé. Excuse-moi, Au Québec, au Québec, ce c'est que tu as différent, non? vu est facilité, je pense, parce que en France, on dira qu'il manque une unité de la psychologie, c'est toujours l'expression, mais au Québec, il y a des bases qui sont instituées. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, on n'a pas à réinventer sa profession en fonction de notre petite C'est vision ça, personnelle. Mais on peut, à l'intérieur du c'est sûr. cadre, dire qu'on n'est pas pareil que l'autre. Mais en France, j'ai Mm. l'impression que comme il n'y a pas de cadre de base, j'ai envie de dire, il n'y a pas de parents, donc les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Et ils veulent certainement pas, ils ont peur de l'autorité qui pourra devenir. Mm. Enfin, moi, je le Donc, vois ça commence à l'université. Ouais.
ça commence à l'université, ça commence dans la formation, c'est là que ça va se passer en fait. Comment on va former les psychologues, jusqu'où, avec quel titre, comment on va amener ça, en fait, c'est là que ça va se passer. Qu'est-ce qu'on va créer comme langue commune, comme passerelle commune, comme dimension intégrative de rencontre de toutes les théories du psychisme, des différentes stratégies, des différents outils, et comment on va construire ça. L'autre jour, quand je suis arrivé ici, là maintenant je suis à Montpellier, je suis allé dans un hôpital où on m'a dit non, on n'a pas de psychologue, c'est un addict. Je recrute que des psychothérapeutes. Parce qu'ils font 6 ans d'études, eux, et puis ils sont mieux formés. Voilà, ça venait d'une école de psychothérapie locale, je pense, je ne sais plus exactement le process de formation. Bon, quand j'ai parlé aux psychothérapeutes, en fait, c'était plutôt une dimension psychodynamique. Voilà, c'est des thérapies psychodynamiques. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment, en fait. Il y a des titres de psychothérapeutes sur 6 ans, et il y a des infirmiers qui font de l'EMDR, et il y a plein de pratiques diverses qui se construisent autour, et il y a la question de notre spécificité au milieu de tout ça. Ouais, mais moi j'ai l'impression, enfin, on peut pointer le problème à un endroit, mais moi je me demande pourquoi il advient. Et je pense qu'il advient parce que les psychologues, pour beaucoup, ne veulent pas prendre de place. Enfin, la profession ne veut pas prendre sa place. Au Québec, il y a des pratiques communes, comme la psychothérapie. On dit par définition qu'elle intéresse les psychiatres et les psychologues, mais les psychologues ont pris le leadership, comme ils disent là-bas. Donc, c'est eux qui gèrent l'encadrement de tout ça. Et quand des sexologues veulent faire de la thérapie, OK, il y a un dossier à remplir et il y a une sorte de supervision, d'accompagnement, parce que les psychologues sont garants. Mais je me dis, mais quel Français, quel regroupement français va vouloir faire ça? Déjà, dans le titre de psychothérapeute, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a même pas de définition, donc on ne sait même pas de quoi on parle, et on ne dit même pas à quoi il faut se former pour être psychothérapeute. Au départ, on demandait des bases en psychopathologie. C'est comme si je te disais, tu dois avoir des bonnes bases en physique-chimie, et quand tu les auras, tu seras électricien. J'ai envie de dire, oui, ça va être utile pour le métier, mais en fait, ça ne va pas me rendre électricien. Il va falloir que je pratique, il va falloir que je… Tu sais que moi, si j'avais pas fait ma formation en TCC sur la fin de mes études, en sortant, je me serais certainement pas senti psychothérapeute du tout. Et déjà, j'étais jeune psychothérapeute. Les jeunes sautent sur les formations tout de suite après, je crois, parce qu'ils sentent qu'il y a du mou, en fait. Je le dis comme je le pense, mais qu'il y a du mou dans la formation. En fait le psychologue est un spécialiste qui comprend le psychisme, qui l'évalue, qui a des outils d'évaluation, d'appréhension du fonctionnement psychique et du comportement des sujets, mais évaluer, comprendre, c'est pas forcément agir ou opérationnaliser un changement autour de certaines dimensions. C'est ça aussi, c'est différent. La formation de psychologue, elle est très centrée sur la compréhension, l'analyse, l'évaluation, les enjeux. Il y a beaucoup de richesse, hein, mais la part opérationnelle, par contre, elle, en termes de thérapie, elle était, je ne sais pas trop où on en est aujourd'hui, mais elle était portion congrue quand même. Ouais. On n'est pas outillé forcément en sortant. Après, je te rejoins aussi sur l'université parce que pour moi, ça doit être un lieu de curiosité et de culture. Et c'est ce qui ressortait aussi dans l'interview qui me rappelait mon temps au Québec, c'est que si tu es enseignant, tu es psychanalyste ou comportementaliste et que vraiment tu as eu une connaissance un minimum approfondie sur tout ce qui existe, tu ne peux plus être dans la guerre en fait. Et que la majorité des gens dans l'agressivité en France, des psys agressifs envers les autres chapelles, n'ont pas lu, en fait, vraiment. Ils se représentent ce que c'est que la TCC, ils crachent dessus. Le comportementaliste se dit que la psychanalyse, elle est comme ça. Mais en fait, ce n'est pas des réalités. Ouais. Et je pense que… il me semble quand même que quand on sort du bac et qu'on a 17 ans, ça me semble logique de ne pas prendre les armes pour un modèle, sachant qu'on ne connaît pas les autres, qu'on ne connaît pas la vie, qu'on n'a pas d'expérience, qu'on ne peut pas déjà être dans une emprise sectaire, dans une école. Et je pense qu'on devrait forcer, comme ça se fait dans d'autres pays, à la connaissance de beaucoup de choses. Puis après, libre à toi de choisir le courant où tu veux, quoi. Et que ce ne soit pas à papa de te dire que, comme tu es venu, tu feras de la TCC ou tu feras de la psychanalyse et rien d'autre. On doit avoir cette nécessité de connaissance, je pense. Et je pense que l'université, ça doit être ta base première en psycho. Et on le sait très bien, toi et moi, il y a des UFR qui ne jouent pas le jeu, évidemment, ou de manière très guerrière. On va te dire que on voit de tout, mais en fait, les gens ne peuvent pas se piffrer, s'engueulent et il n'y a pas d'unité, quoi. Voilà. C'est ça. Et ça donne des étudiants qui ne comprennent pas l'embrouille, qui parfois, après mon ouvrage, me dit c'était intéressant parce qu'on a pu réfléchir, on ne peut pas le faire dans notre fac puisque tout le monde s'engueule. On ne comprend rien du tout et on a hâte de partir. C'est ça. C'est terrible en fait. C'est ça, ouais.
Exactement, et tu as raison, c'est un peu comme dans un vieux couple où on ne voit plus que la caricature de l'autre. Voilà, ça me faisait penser à ça, tu sais. On ne Ouais, voit que la caricature de ce qu'on exècre chez l'autre, en fait. Mais tu exactement. as raison, on ne voit plus sa réalité. On voit juste une représentation mentale projetée, ou les psychanalystes, ou les comportementalistes. Et en fait, tu as raison, on est très loin de la Exactement. réalité. On ne cherche même plus cette réalité. On n'a plus la curiosité d'aller la rechercher, puisqu'elle est Voilà. déjà bloquée par un jugement a priori qui dit que de toute façon, c'est aliéné au capitalisme américain parce que c'est comportemental, ou c'est une secte parce que c'est psychanalytique. Voilà, on se retrouve là-dedans, en fait. C'est Exactement. complètement stérile. Et le plus criant, parfois, c'est de discuter avec des gens qui ont écrit 15-20 bouquins qui sont connus et qui continuent à caricaturer le modèle d'en face avec des références qui ont 50 ou 100 ans. Et je me dis, bon, c'est triste, ça devient un fonds de commerce, l'agressivité devient un moteur. C'est ça. Enfin bref, c'est comme ça. Je me demandais, tu en Parce as que parlé un je te peu. dirais, Ouais, moi, dis-moi. pardon, je te dirais juste, même moi, dans la pratique, bon, là, tu as compris, j'ai plutôt un axe comportemental cognitif, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher parfois de me référer à Anzieux, ou à Bowlby, ou à Klein. Tu vois, j'ai gardé quand même parfois des modèles de compréhension en tête et qui me sont très utiles, en fait, des grilles de lecture qui montrent une richesse clinique que je ne retrouverai pas dans d'autres modèles. Donc, je n'aurais pas envie d'être en rupture. Ce qui m'a le plus rendu en difficulté, par exemple, avec le modèle psychanalytique, c'est les conduites de certains psychanalystes dans certaines institutions, avec moi, avec l'équipe, tu vois, ça a été Oui, l'incarnation mais de ces théories, de ces c'est dogmes. Ouais. toujours comme ça, je crois. Hein. C'est qu'en fait, on confond. Mm, Quelqu'un dit, moi, je suis de tel courant et je vous explique comment mon courant voit les choses. Pour moi, déjà, il y a un problème mm, parce que c'est incarné par une personne. Donc, il suffit que le comportementaliste à côté soit désagréable ou le gestaltiste ou le systémicien soit désagréable. Et d'un seul coup, on se met à rejeter tout son courant, tout son modèle, en fait. c'est Euh, ça. Catégorie cognitive, généralisation, et hop, c'est exclu, c'est fini. Ouais. Voilà, donc on a tous en tête des idiots qu'on a croisés dans les couloirs des institutions. Bon, et je pense qu'il faut faire l'effort de se dire qu'ils ne sont pas tous comme ça. Donc on est en train de se poser la question du racisme, je crois, toi C'est et ça, moi, c'est à ça, l'intérieur de notre c'est ça. profession. Mais c'est ce qui se joue en France. Ouais, c'est ce qui se joue en France, je Ouais. crois, entre psychologues. Mm. Mm. On n'en est plus sur des modèles réels. Et en effet, tu as raison. Le remède à ça, c'est la connaissance, la vraie connaissance des Oui, oui, théories de l'autre, des et c'est institutions. compliqué. J'essaye, mais je pense que ça sert à rien pour l'instant, peut-être un jour. Mais dans un des derniers articles que j'ai écrit, j'expliquais que toutes les thérapies étaient d'accord sur plein de choses, et notamment, elles Mm, ne demandent pas la suppression d'un symptôme. Et que la TCC ne le fait pas, et que mm, le psychanalyse non plus, la mm, systémie, l'approche humaniste. mm. Et j'ai réexpliqué certains concepts de départ en disant, bah, déjà, ça nous unit pour commencer, au-delà des caricatures qu'on peut se faire de l'autre, quoi. Ouais. C'est J'allais ça. te poser une Les question. facteurs communs. Tu as parlé un petit peu par rapport aux psychiatres. Comment ça se passe la collaboration en tant que psychologue avec les psychiatres autour de toi? Tu as Alors quelque chose moi, à me dire comme j'ai un parcours particulier? qui a été très, j'ai un parcours qui a été très orienté autour du somatique, hospitalier, somatique, oncologie, soins palliatifs, douleur. Ça s'est toujours excessivement bien passé avec les somaticiens, ceux D'accord. qui avaient comme domaine d'action le corps douloureux, le corps mourant, le corps malade. Parce qu'on se trouvait sur une complémentarité riche. Mhm. Ça s'est bien passé. Sur 20 ans, j'ai eu de la chance quand même. Et ça s'est souvent moins bien passé avec nos confrères psychiatres, peut-être parce que notre objet pourrait sembler être commun, c'est-à-dire le psychisme, l'appréhension du psychisme, et que du coup, il peut y avoir une compétitivité, une rivalité ou autre avec certains fonctionnements. Mais aujourd'hui, là où j'en suis, peut-être que moi aussi j'ai mûri, j'ai changé, je ne suis plus du tout le même qu'il y a 20 ans, vraiment, dans ma pratique et dans Enfin, mon moi, être je sens, là. psychologue, et heureusement. Tu vois, je commence à avoir des rides, donc je sens que je ne suis plus le même. Et du coup, en tout cas, avec les psychiatres avec qui aujourd'hui, ça se passe très bien parce que on a restauré ce sentiment de complémentarité. Toi, tu t'occupes de ça, tu m'envoies ça pour ça, et on fonctionne de cette façon-là très positivement. Mais peut-être que c'est moi qui me braquais quand j'étais plus jeune, je ne sais pas, ou qui me sentais en danger ou mis en Mhm. rivalité, mais ça s'est souvent très mal passé. Et là, actuellement, je dirais que c'est plutôt apaisé. Voilà, ils voient la D'accord. pertinence d'une orientation pour pour faire tel type de thérapie, approcher tel élément, etc. Et on a une circulation qui est plutôt bonne aujourd'hui. Après, je ne sais pas si c'est comment dire, mon petit côté français, mais j'ai envie de dire, sans vouloir trop pinailler, je ne sais pas si les psychiatres et les psychologues sont spécialistes du psychisme humain, comme tu dis, parce que pour moi, Mm, c'est déjà une vue de l'esprit théorique. Euh, mm, Moi, ce que je me dis, c'est que les psychiatres, surtout, sont spécialistes des troubles mentaux, psychiatriques déjà.
et que déjà, on n'est plus au même niveau, tout simplement. Mais le problème, c'est que si on a la même lecture théorique en dessous, que ce soit le psychiatre et comportementaliste, moi aussi, ou le psychiatre et psychanalyste, moi aussi, là, on peut commencer à s'engueuler parce que d'une certaine manière, il me dit qu'il a acheté son truc dans telle boutique et moi aussi, et donc il peut me dire, bah, moi, ça vaut autant que ce que tu penses. Tu vois ce que je veux dire? C'est que C'est ça. Et alors, du coup, oui, tout à fait. Alors, j'avais mis un peu de nuance quand même. J'avais dit, il semblerait qu'on ait le même objet, hein, oui, mais c'était vraiment avec beaucoup de nuance oui, parce que je suis d'accord qu'on n'a pas forcément le même objet. Nous, c'est le modèle dimensionnel, la dimension de l'individu. Eux, c'est un modèle catégoriel de catégories psychopathologiques. Donc, déjà, on n'a pas la même façon d'approcher le sujet. Mais je voulais dire, ouais, dans la représentation mentale qu'on peut se faire au sein d'un service de dignité, on pourrait avoir l'impression qu'on va avoir un objet commun autour de ça. ouais. Ça pourrait se discuter, bien sûr. Je me demandais, donc ma question elle est un peu cash, si tu devais refoutre par terre tout le système français de formation, donc c'est toi qui as les commandes là, le ministre est devant toi, il te dit quels sont les axes, monsieur, dites-nous par quoi on commence, qu'est-ce que tu ferais en fait? C'est l'exercice fantasme là, tu as quelques minutes pour rêver. Je crois que je crois que donc je fonderai le titre psychologue psychothérapeute dans la même unité en fait pour que ce soit un apprentissage commun. Je les dissocierai plus en fait. Voilà, il faudrait que ce soit une seule chose, une approche qui serait évaluative et une approche qui serait opérationnelle, on va dire, autour de la thérapie. Puis je proposerai donc un cursus qui serait sur cette année par exemple, avec un doctorat d'exercice, avec un numerus clausus, parce que clairement j'ai peur qu'aujourd'hui on soit très nombreux pour un marché du travail qui laisse beaucoup de gens sur le carreau, malgré tout, même si les sélections en M1 en ce moment changent, etc. Mais c'est quand même douloureux. Moi, je vois beaucoup d'étudiants qui galèrent, c'est compliqué quand même. Donc, il y a une problématique autour de ça. Donc, augmenter le niveau de spécialisation, augmenter le niveau de spécificité, augmenter le niveau d'exigence pour recrédibiliser la profession, parce que pareil, tout le monde a augmenté un peu en fait. Les orthophonistes sont passés de leur bac plus 4 à un niveau master, les infirmiers sont au niveau licence, tout le monde s'est optimisé dans le système de soins. Les psychologues hospitaliers disaient nous on est catégorie A, mais aujourd'hui tout le monde est catégorie A à l'hôpital, quasiment, je veux dire, dans les soignants en fait. Donc tout a changé et nous on est encore dans les années 80. Donc, moderniser en proposant un cursus totalement éclectique dans les approches et les outils, une connaissance large des différents modèles, des différentes théories, stimuler la curiosité des étudiants, stimuler le niveau d'ouverture aux théories, rencontrer des praticiens, utiliser beaucoup plus la vidéo, les cas cliniques, ancrés dans la réalité du terrain. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire autour de l'ouverture à la réalité du terrain, à la pratique, en fait. Rencontrer des praticiens au maximum et proposer cette notion de thèse d'exercice en fin d'exercice et d'avoir un diplôme de docteur en psychologie orienté autour de la clinique. Après, mais à mon avis, c'est dans le cursus même qu'on va créer cette curiosité dont tu parlais. Ouais. Mais je me dis que dans ce que tu dis, encore une fois, forcément, ça peut que m'intéresser. Mais je me dis que ça impliquerait une forme d'obligation, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait, à un moment donné, exiger d'une UFR qu'elle se débrouille pour réorienter sa façon de faire et que c'est en partie intéressant, mais c'est insuffisant, quoi. Et donc là, on est encore… peut-être que c'est moi, mais je crois que c'est aussi que je connais un peu ma culture, il y a la question du pouvoir et que certains diront on a une autonomie, on a une indépendance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'il faut une ou deux générations. Ouais. Vas-y. Sur combien de temps se fait le changement, hein? Est-ce qu'il faut une ou deux générations pour qu'il y ait une acculturation différente et qu'il se passe autre chose? Peut-être que nous, on fait partie des éléments les plus statiques, les plus figés de ceux qui sont partis. Tu vois, il y a un courant psychologique des années 70 jusqu'à aujourd'hui, en fait, qui a posé un certain socle, une certaine base. Aujourd'hui, on en est à la refonte de ces bases. Donc, c'est un deuil, c'est une perte pour beaucoup. Hein. Ce sont des changements de modèle, des changements de paradigme qui peuvent être vécus comme très violents. Et tu as raison, il y a des enjeux de pouvoir. Mais je pense qu'il y a une refonte qui va se faire progressivement. Ça va être une question de génération, presque, et de temporalité aussi, ce qui va se dérouler. Et par rapport au pouvoir, toi, tu disais, comment tu penses qu'on peut agir sur ces éléments de pouvoir et qu'est-ce qui peut se passer si on impose, à ton avis? Pour moi, ce que j'en pense, déjà, pour moi, il y a un problème de représentation politique. Mais ça, c'est facile à dire. Mais
tu vois bien que ceux qui ont tricoté le titre de psychothérapeute, c'était pas des psychologues. Donc, tant qu'il y C'est aura médecin. personne en haut, voilà. Après, l'idée n'est pas de se battre contre les médecins, mais c'est de pouvoir dire, parce que c'est toujours le même problème. On attend que quelqu'un comprenne notre souffrance et nos problèmes et nous ponde une loi qui nous ferait plaisir. Donc, il y a différentes associations et fédérations qui font leur petit tricotage, puis qu'on voit des choses en haut, et puis parfois, ça répond pas. Et puis c'est bon, je ne vais pas cracher sur les collègues, mais ça me fait toujours marrer quand une association dit au gouvernement « Nous sommes étonnés de ne pas être invités ». Mais j'ai envie de dire, s'il y avait quand même 2-3 psychologues qui étaient à l'Assemblée nationale, peut-être qu'eux, ils pourraient plancher sur ces dossiers-là, et que la question est de pouvoir, à un moment donné, avoir quelqu'un qui nous représente, parce que c'est comme le code de déontologie qui n'est pas inscrit dans la loi. Je ne vois pas pourquoi un député, demain matin, va se poser la question de notre code de déontologie. Il s'en fout, en fait. Donc, soit on passe notre temps à tirer la manche des gens au-dessus, mais en même temps, pour pouvoir faire ça de manière cohérente au-dessus, il faut faut que tout le monde soit ensemble. Là, on n'a pas de statistiques sur le nombre de psychologues, de statistiques assez précises. Et j'ai envie de dire, les initiatives à différents endroits, même si elles peuvent être pertinentes, ça ne reste que des initiatives à certains endroits. Et en plus, les associations qui représentent les psys ne sont même pas d'accord. Donc moi, je me dis toujours, au-dessus, quand on voit ce bordel, est-ce que ça fait sérieux? Ben non, ça ne fait pas sérieux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur commun. Ouais, voilà. Oui, et puis tu vois, par exemple, au Québec, ils ont réglé le problème. Comme il me disait dans l'interview, c'est l'ordre des psychologues qui adoube à un moment donné le cursus universitaire de tel ou tel UFR. Donc, il est conforme selon les demandes de l'ordre. Et donc, c'est tout, en fait. C'est pas chacun fait ce qu'il veut. Et puis, on essaye de rassembler. Parce que pour moi, il y a une espèce d'éclatement perpétuel. Et on aura envie, je pense que l'ordre il vient répondre à un fantasme de enfin cadrer les psys qui partent dans tous les sens et qui n'ont jamais une seule voix. Il suffit que je jette le mot paramédicalisation ou alors on n'est ni médical ni paramédical. Si je jette cette expression dans un amphi avec 100 psychologues, je reviens 3 jours après, ils sont encore en train de s'engueuler. Et donc, je ne dis pas qu'il faut imposer quelque chose, mais que je me dis qu'à un moment donné, c'est ma vision des choses, comme à l'armée, si à un moment donné, on ne s'est pas donné 2-3 règles de base, en fait, on ne va jamais avancer, tout le monde va s'éclater, tout le monde va s'engueuler et on n'avancera pas. Donc, on les laisse donc un deuil à faire. Oui, et puis je pense que stratégiquement, comme en thérapie d'ailleurs, il faut qu'il y ait un peu de logique et de cohérence. Mais plus on est nombreux, plus il faut se poser la question de comment on fait démocratiquement, etc., etc. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il est pas d'accord. Tu vois. Et donc, les médecins sont quand même réunis sous un ordre, des avocats aussi. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient perdu leur identité, quoi. Mais il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Et les psychologues français ont quand même plus de difficultés à rendre des comptes. Les psychanalystes québécois ou suisses évaluent leurs pratiques. Les psychanalystes français ont plus de mal. Et je crois que ce n'est pas un problème de psychanalyse, je pense que c'est les psychologues français. Quoi avons-nous peur? D'être contrôlé, d'être aliéné, de perdre de la liberté, de perdre de l'autonomie. C'est toujours ça qui revient en fait. C'est dommage, j'ai un bouquin qui est un peu plus loin là, là où je suis, de Reuschling. Tu n'as pas le bras assez long? Voilà, j'ai pas le bras assez long, mais qui parle de ça en fait. Maurice Reuschling qui a fait l'histoire de la psychologie, etc. Donc, excusez-moi de l'expression, un vieux de la vieille. Dans sa définition de la psychologie, au bout de 2 lignes, il parle du fait que ça doit être des pratiques évaluables. Voilà. Et donc, quand tu dis ça en 2020, on te dit « Oh là là, t'es un comportementaliste ». Je fais « Non, il faut que les psychologues puissent évaluer ce qu'ils font ». Alors là, il y a un trou noir et puis il n'y a plus de connexion et la vidéo s'arrête. Voilà. Je crois qu'il y a ces questions-là, il y a ces questions de représentation politique, on n'a pas le choix. Et de représentation des psys, qu'est-ce que ça veut dire évaluer? Pourquoi est-ce que c'est vécu comme dangereux? Qu'est-ce qu'on craint en fait? Il faut aller se poser la question aussi. Pourquoi le mot évaluation est rédhibitoire? Pourquoi c'est aussi aversif? Qu'est-ce qu'on y met derrière pour qu'on ne puisse pas imaginer d'évaluer nos pratiques? Est-ce qu'on a peur de se révéler incompétent, de se révéler inconsistant, de perdre notre place? Voilà, qu'est-ce qui se trame derrière? Parce que qu'est-ce qui nous rend crédibles aux yeux des pouvoirs publics? Avoir un interlocuteur commun, avoir une parole unique, à un moment donné, au moins une fois, au moins sur un sujet, ce serait pas mal. C'est ça, qu'est-ce qui peut faire qu'on va se faire entendre? Ça va être ça aussi la question. Là, je me pose la question parce que quand je vois les différents effets regroupements, c'est très compliqué. Il y a toujours des dissensions
On n'a aucune parole Oui, commune. et puis j'ai envie de dire, naturellement, on peut se dire, mais moi, je ne me sens pas représenté par tel groupe. Et je vois que tel Mm, groupe a proposé un truc en opposition avec tel autre groupe. Ils sont même pas d'accord. Et donc, j'imagine que mm, le gouvernement, il comprend rien non plus. Et donc, mm, il y a un moment où je pense qu'il y a beaucoup de psys qui se replient après mm, parce qu'ils en ont marre et ça les intéresse plus. Et comme je disais dans la mm, vidéo d'introduction, on dit moi je suis comportementaliste ou moi je suis thérapeute gestalt, etc. Mais on dit rarement moi je suis psychologue. Et mm, entre guillemets, je connais ma profession, je fais partie d'une unité avec des collègues. Parce qu'il faut quand même mm. pas se leurrer, les psychologues ont beaucoup de mal à se piffrer entre eux. C'est pour ça que je fais C'est cet vrai. effort de faire des interviews, Mm, parce que je me dis, même moi j'ai cette idée au fond, et je vais la combattre à travers ces interviews pour montrer différents mm. points de vue. C'est ça. Remettre du dialogue. Mais tu as raison, c'est connaître l'autre, en fait. Parce que c'est ce qu'on disait sur les théories tout à l'heure, on se caricature, on se met à distance l'un de l'autre. Donner la parole, faire parler les psys entre eux, c'est déjà se connaître davantage, quoi. C'est important. Ça me Oui, paraît, et puis petite parenthèse, on a quand même, enfin, c'est quand même ridicule quand on se dit qu'on est psychologue. Tu vois. mm, ouais, Je c'est sais ça. pas si c'est raison, ça, mais, C'est la tâche aveugle au milieu de notre perception des choses. C'est ça. ouais, mais moi, ça me sidère. Hein, quand j'étais en licence, je me disais, mais ils sont pas psychologues entre eux, les enseignants. Là. Le comportementalisme a Mm, démonté le cours du psychanalyste d'une heure avant. Et ils sont en train de s'insulter par cours comme des enfants. Une fois qu'on allait chez papa, ça crachait sur maman. Et quand on allait chez maman, elle disait que papa, il ferait mieux de se regarder en face. Et je me disais, mm. je m'en fous. En fait, j'ai même pas encore de stage. Je comprends pas, en fait. C'est ça. Et puis pourquoi je me sentirais menacé par la théorie de l'autre, c'est ça. Ouais. Ouais, En ouais. quoi c'est pas, en quoi on pourrait pas coexister là-dessus, en quoi je pourrais pas en tirer des éléments intéressants. Moi, c'est ce que j'ai fini par me dire dans ma pratique. Mais tu as raison, j'ai eu ce phénomène de recul aussi, comme tu le décrivais en fait. À un moment donné, je me suis dit bon, ils commencent à tous me prendre un petit peu la tête. Je me mets un peu en recul. Je fais mes formations, je m'intéresse à ma pratique clinique, Hein. aux articles éventuellement, à la recherche, etc. Le reste, ça commence à m'encombrer l'esprit. Le fait qu'on ait cette rencontre avec ces liens, c'est vrai que ça me réenclenche un peu dans un processus où je m'étais un peu distancié aussi Je sais, par je sais. lassitude. Par Mais il y a des lassitude. gens qui se sont mis derrière. Je le sais très bien. Je l'ai vu pendant des années autour de moi. Les gens se mettent en retrait, Mm, ça les fatigue. Parce qu'on n'est pas mm, tous friands du conflit. Puis surtout, on peut se dire ça mm. sert à rien. Donc, il y a un moment où je vais m'économiser. C'est Et ça. comment tu C'est vois ça. la profession dans 10 ans, toi? Tu as une idée? Tu as une image? Sans forcément être pessimiste ou optimiste, mais comment tu vois la profession dans 10 ans? Est-ce que, Qu'est-ce qui te vient? Euh, Moi, je pense que enfin, ça dépend si on a pu réformer ou pas la formation dans 10 ans, mais moi, je la sens comme en position d'affaiblissement de notre profession, voire de disparition potentielle. Ça peut exister. Euh, beaucoup de, beaucoup de professions de santé s'approprient nos outils, nos démarches, nos pratiques. En plus, on a une époque où tout le monde rentre dans le champ de compétences de l'autre. Un peu, il y a une sorte de brassage aussi entre les différentes professions de santé, on va dire. Et encore, je dis qu'on est une profession de santé, là, je prends des risques. Oui, Mais du oui. coup, moi, je pense qu'on est quand même en voie potentielle d'extinction dans la profession telle qu'on l'a connue, telle qu'elle a été. Donc, dans 10 ans, on pourrait ne plus être aussi. Ça va être se réformer ou disparaître. À un moment donné, moi, je le pense comme ça parce que euh, on forme tout le monde à faire ce qu'on sait faire, en fait, sauf nous-mêmes, et on perd nos spécificités. Donc, à un moment donné, moi, je nous sens menacé en tant que profession telle qu'on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que si on évolue, on va pas continuer à exister, mais l'évolution est devenue une nécessité vitale aujourd'hui pour Oui. moi. Évolution de diplôme, évolution de formation, une parole commune à un moment donné, peut-être un ordre, ouais, pour fédérer avec toutes les contraintes que ça peut apporter, parce qu'il y a plein de médecins qui pensent que l'ordre, c'est casse-pied quand même, il faut le savoir. Oui, Mais je pense que si on ça retrouve dépend en la effet. langue des médecins, ce serait une catastrophe aussi. Hein, Voilà, c'est ça. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme tu disais, c'est pas un ordre punitif. Si c'est un ordre d'accompagnement, de promotion des compétences, c'est très différent. C'est aussi changer la représentation autour de ce que c'est qu'un ordre, quoi, hein. Ça aussi, c'est important. hmm. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me sens Ah, mais fragile là-dessus. je pense qu'on peut aller droit dans le mur et dans la mort de la profession. Quand j'ai dit ça sur LinkedIn, par exemple, il y a beaucoup de gens qui Ouais, ont confirmé, mais j'ai quand même aussi quelques professionnels qui m'ont dit, mais vous êtes pessimiste, je vois pas du tout ça comme ça. Moi, je m'entends très bien avec mes collègues, mon cabinet, ça roule.
Bah ouais, mais je pense que la petite chose que je peux avoir de différent, c'est que en ayant enseigné dans plein d'universités, en étant allé dans différents endroits, plus on va dans différents endroits, plus on commence à avoir une vision assez large du problème. Je n'ai pas Ouais. tout vu, mais oui, je suis assez pessimiste parce que je vois bien que quand on va dans un centre de formation, le psychologue pour 3 francs 6 sous va former à des outils psy, des infirmières, des aides-soignantes par milliers dans les hôpitaux. Et qu'après, on peut C'est ça. toujours dire, ah bah, tiens, l'infirmière a fait de l'EMDR, c'est pas normal. Mais moi, je me dis, bah, écoute, si on lui a autorisé à faire ça, c'est qu'il y a toute une histoire qui lui a permis aujourd'hui de pouvoir le faire. Et plutôt que d'engueuler la voisine, il faudrait mieux se demander pourquoi elle fait ça, quoi. Et qu'est-ce qui lui a permis ça et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas attrapé ces choses-là. Donc, je crois que le réflexe C'est ça. psy Pourquoi qui dérange beaucoup, c'est de toujours engueuler l'autre en disant c'est pas normal, c'est dégueulasse, il n'aurait pas dû faire ça. Oui, mais on lui a permis Mais là, par indirectement. exemple, ouais, c'est ça, exactement. Et quand je te prends l'exemple de l'infirmière qui fait de l'EMDR, c'est pas l'infirmière que je critique, c'est l'institut de Ouais. formation qui pense que c'est une bonne chose de diffuser cet outil à toute profession de santé. Ça- Voilà, c'est un truc et qui se l'idée qui réfléchit quand lui même. vient, l'idée ne lui vient. Donc on peut engueuler l'institut de formation, mais moi je crois qu'il ne faut pas l'engueuler non plus. L'idée lui vient, Mm, on lui a permis. Et il y a des trucs que tu ne verras jamais dans d'autres pays parce que ça n'a même pas, ça ne peut même pas advenir. Voilà, pour utiliser un terme qui va mm, plaire à certains, mais ça ne peut pas advenir. Si ça advient à ce point-là, si le bateau il coule de partout, si tout le monde est formé à tout n'importe quoi, ben, c'est pas pour rien en mm, fait. C'est parce que la mm. profession se laisse démanteler pour moi, d'une Oui, certaine c'est ça. manière, depuis des années. Elle se laisse piller, démanteler, emmerder. Et j'ai envie de dire, l'appel que je fais au psy depuis un moment, même si je commence à me sentir comme un petit vieux, c'est il va falloir dessiner sa profession parce qu'un jour, soit on va l'exploser, soit on va nous la dessiner de force. Et je Mm, pense qu'il vaut c'est ça. mieux tricoter un ordre soi-même tranquillement, en étant clair, en parlant de choses claires, plutôt que de se le faire imposer aussi, parce que ce ne Mm, sera pas drôle non plus, ça. Et mm, ce serait quand même malheureux, quoi. mm. Tout à fait. Tout à Voilà, fait. c'est comme ça que je le vois, moi. Hein, mais, moi, j'ai Non, mais je un suis assez point de d'accord. vue, il y en a d'autres. Je pense que j'aurai Mm, des interviews où on va dire qu'on n'est pas du tout d'accord et je veux bien entendre plus. ouais. Voilà. Mm, Si tu devais tout à fait. refaire ton parcours professionnel, est-ce que tu changerais quelque chose? Franchement, je suis hyper content de là où j'en suis aujourd'hui. Ça me plaît ce que je fais, la façon dont je le fais, la façon dont ça m'a ouvert l'esprit par rapport à mon métier, à ce que je fais. Donc, j'aurais fait de la systémie plus tôt, je pense. Voilà. Mais Ouais. sinon, je ne changerais pas grand-chose parce que ce parcours m'a vraiment permis aujourd'hui d'être un psy euh, un peu comme j'aurais voulu l'être à un moment donné, ça va. C'est-à-dire avec plusieurs outils, plusieurs intégrations, pas trop cloisonné, qui reste assez ouvert, qui reste curieux, qui a envie d'apprendre. Ça, c'est aussi une démarche qui me plaît. Donc, le parcours, non, j'aurais peut-être fait de la systémie plus tôt. Voilà, juste, D'accord. j'aurais mis ça en avant. Ok. Et peut-être mon doctorat un peu plus tôt, mais bon, en même temps, avoir la maturité clinique pour faire et d'expérience de psy pour faire un doctorat, c'est bien aussi. C'était Ouais, une chose d'accord. positive. Mm. La dernière question que je te poserais, ce serait si tu avais des conseils à donner aux futures générations, ce serait quoi? Pas forcément comme étudiants, hein, futures générations. Ah ouais. Ben, moi, je parlais ben, ce serait d'avoir cette dimension d'ouverture à l'expérience, d'ouverture à la connaissance, d'aller chercher, d'être curieux. Voilà, moi, c'est ce qui me paraît le plus important et c'est vraiment un principe pour moi vital, quoi. La curiosité intellectuelle, l'ouverture à l'expérience. Voilà. Ça forme des individus qui ont une certaine flexibilité mentale et qui sont capables de sortir de leur zone de confort, de là où on se trouve. C'est d'avoir cette attitude, D'accord. recevoir l'expérience, ouvrir, aller lire à côté, aller là où on ne veut pas aller, même parfois d'ailleurs, pour moduler son point de vue, pour sortir un peu de ses propres biais cognitifs ou de ses limitations cognitives. Aller là où on ne se sent pas à l'aise, quoi. C'est Hmm. intéressant aussi de le faire. Ok. Bon, c'est la deuxième interview. Je crois qu'on a fait un bon tour. En même temps, je me rends compte que ça fait plus d'une heure. En même temps, pour moi, j'ai l'impression qu'on vient de commencer. Mais je me dis que c'est pas mal qu'on garde un format comme ça. Et Oui, puis peut-être qu'à l'avenir, repartir avec des anciens interviewés sur des thématiques précises, voire à plusieurs, ça pourrait être intéressant. Mais en tout ouais, bien cas, sûr. je te remercie beaucoup parce que je trouve ça riche. Il va falloir que je trouve des gens qui sont radicalement opposés à ce que je raconte. Ça sera Ah encore ouais, plus ouais. sympa. Je suis sûr que ça peut se trouver, Maximilien, en cherchant bien. Mais Je oui, on pense que va tu peux en trouver. trouver. On
va trouver. Non, mais parce que c'est compliqué de se dire que tout le monde est d'accord et que finalement, ça ne prenne pas. Ça, c'est peut-être ma Et qu'il se névrose passait à rien. moi, mais je me dis, mais c'est pas possible. Oui, mais en fait, tu as mis le doigt dessus. En fait, c'est beaucoup se sentir dans une bulle. En fait, et je pense qu'on est nombreux, c'est qu'on est un petit peu en retrait aussi, Ouais. par lassitude, par fatigue. Mais ça veut dire que si on perce la bulle, il peut peut-être se passer quelque chose aussi. Et ce que tu fais, cette démarche, c'est un peu ça. Percer la bulle, remettre en lien, revoir le dialogue et rappeler aux gens que ils peuvent ne pas rester. Je te parlais de curiosité d'ouverture, mais moi-même, j'ai dû me renfermer par rapport à tout ça, tu vois. Donc, je te remercie pour ta démarche. Je la trouve utile, même pour moi aussi, d'ailleurs. Eh ben, moi, je te remercie beaucoup. En plus d'accepter que ce soit diffusé, ça va permettre aux gens de se poser ces questions-là, de pouvoir se mettre à ta place et puis de se mettre au milieu de notre débat. Je pense que ça a été assez vivant. Merci Ok, beaucoup. je serais très heureux de voir la suite. Merci à toi. Ouais. Eh ben, écoute, merci de participer à ça. Tu as mis une petite pierre et puis à la fin, on se dira que ça fait un bel édifice et il y aura une de tes pierres qui sera en face. Là. Voilà. Ok, ça marche. Je te Merci remercie pour Maximilien. tout ça et puis je te souhaite une bonne journée et puis ce sera diffusé très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Super. À bientôt. À très À bientôt. bientôt.